L'histoire a duré 6 mois. C'est au dernier instant que tout a basculé. Un instant crucial qui se voulait une preuve d'innocence. L'un s'appelle Julius, l'autre Jérémie. Ils sont allemands, frères jumeaux, et donc âgés de 26 ans tous les deux à quelques minutes d'intervalle. De vrais jumeaux, des jumeaux qui pratiquent la ressemblance au-delà du physique, la prolongent dans le costume, le comportement, les manies, le rire, les grimaces. Deux garçons qui jouent en permanence à être deux pour faire un seul. Ils ont énervé leur professeur, épuisé leur mère à force de blagues classiques du genre « C'est moi, Julius, pourquoi tu m'appelles Jérémie ?» Jusqu'au jour où l'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une blague? Sûrement pas. Julius et Jérémie travaillent à la mine en plein cœur de la Sarre. Ils habitent un petit logement de fonction dans une petite ville de province où ils mènent une petite vie. Le soir, ils traînent un peu dans les 2 bars du coin. Leur habitude de draguer ensemble fait en général fuir les jeunes filles et ils n'ont guère de succès amoureux. Beauté médiocre, visage fade et discours relativement stupides. Vous venez souvent ici? On vous paie un verre? Ça vous dirait de rigoler un peu? En réalité, personne ne les connaît vraiment. Ces deux-là se ressemblent trop et en font trop pour qu'une fille s'attarde à faire la connaissance de l'un d'eux en particulier. Il est vraisemblable qu'ils ne le désirent pas. Peut-être ont-ils des difficultés à exister séparément. Peut-être y a-t-il entre eux une compétition, une jalousie qui les empêche de choisir celui qui va séduire le premier, donc celui qui devra céder la place. C'est extrêmement compliqué parfois, la vie des jumeaux. Amour total, haine totale, certains ne font jamais la balance entre les deux. Les témoins de cette lamentable histoire ont en tout cas la même description des deux garçons. Toujours ensemble, pas méchants, mais pas très malins. L'histoire en question s'est déroulée en 2 temps. Premier temps. Un dimanche, tard dans la nuit, une jeune femme se présente au commissariat de police, échevelée et en larmes. Elle accuse les 2 frères de l'avoir violée. Déposition en règle, interpellation dès le lendemain, et voilà les 2 frères assis devant un policier enquêteur. Ils sont pâles tous les deux, arrogants tous les deux, ils nient tout, tous les deux. On l'a juste ramenée chez son petit ami, mais c'est elle qui ment. Elle avait promis de passer un moment avec nous. Le commissaire essaie de se faire expliquer d'abord par Julius le déroulement de la soirée. Elle faisait l'autostop, on s'est arrêté, on lui a demandé où elle allait. Qui a décidé de la prendre dans la voiture? Nous. Oubliez le nous. Je te demande lequel de vous deux conduisez. C'était moi. C'est toi qui as voulu la prendre en stop. Non, c'est tous les deux. Mais qui a décidé? Mais tous les deux, je sais pas, moi. Hein, Jérémie? Oui. Pourquoi il aurait décidé sans moi? D'accord. Elle est montée. Elle voulait aller où? Balader, qu'elle a dit. Mais après, elle a plus voulu. Cette jeune fille faisait du stop la nuit pour aller balader? Vous vous moquez de moi? Elle travaille, ce n'est pas une prostituée. Et sa mobilette était tombée en panne. Elle a dit ça. Alors nous, on a dit d'accord, et puis après, elle a dit qu'elle voulait qu'on la ramène chez son petit ami. Vous l'y avez conduite directement? Sûr, on l'a emmenée chez son petit ami. Cette jeune femme dit que vous vous êtes arrêté dans la forêt à l'entrée de la ville, qu'elle a protesté, mais que vous avez bouclé la voiture et que vous l'avez violée. Et qu'ensuite, vous l'avez déposée dans le centre-ville. Mais c'est pas vrai. On l'a déposée devant chez son fiancé. Mais on n'est pas des violeurs. Vous l'avez violée tous les deux. Elle vous a parfaitement décrit. Mais c'est pas vrai. D'abord, elle nous plaisait même pas. C'est elle qui a dit comme ça, « Si vous me ramenez chez moi, je vous promets de l'amour. » De l'amour? C'est comme ça qu'elle a dit. Après, elle n'a pas voulu, alors on l'a ramenée chez son petit ami. Le policier ne les croit pas du tout. Elle a subi des examens médicaux. Elle a réellement été violée. Elle s'est présentée à la police immédiatement et vous a décrit, donné le signalement de la voiture et même son numéro. Vous l'avez réellement prise en autostop entre 22h et 22h30. Elle est arrivée chez nous à 23h, complètement bouleversée. Et vous voulez que je vous croie innocent? Mais on savait même pas l'heure qu'il était. Mais on lui a rien fait, elle ment. C'est pour nous faire des ennuis. Pourquoi vous ferait-elle des ennuis? Vous la connaissez? Non. Elle était là sur la route, elle faisait du stop, quoi. Nous, on la connaît pas. Alors si tu ne la connais pas, toi Julius et toi Jérémie, pourquoi vous chercherait-elle des ennuis? On sait pas. Mais on n'a rien fait. Elle ment.
Ah oui, elle ment !» Et ainsi de suite. Les deux jumeaux nient avec acharnement. Pourtant, l'enquête avancera dans un seul sens, celui de la culpabilité. Finalement, le procès a lieu et ils sont condamnés à 18 mois de prison. Ce n'est pas beaucoup, mais il a été difficile au tribunal de déterminer avec certitude lequel des deux garçons avait brutalisé la jeune femme le premier, lequel l'avait violée en premier, et même si les deux étaient coupables au même titre d'un même délit. Pas simple, si l'on considère qu'en matière de viol, c'est la parole de la victime contre celle de l'agresseur. Pas de témoins, des preuves matérielles inexistantes dans ce cas précis. Il était par exemple impossible de déterminer le code génétique de ou des agresseurs, le viol n'ayant pas abouti complètement. Toutefois, même dans ce cas, abouti ou non, il ne pouvait s'agir de simples tentatives. Le délit était qualifié de viol avec violence. Les deux frères font aussitôt appel et sont laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Une nouvelle audience est rapidement fixée. Elle doit avoir lieu 6 mois plus tard, en décembre 1978. En attendant, comme c'est souvent le cas, l'entourage des deux garçons les considère comme définitivement coupables. Les quelques copains de soirée qui les fréquentaient jusque-là les évitent soigneusement. À la mine, tout se sait. Julius et Jérémie tentent de se justifier auprès de leurs camarades de travail, mais les explications qu'ils fournissent ne sont pas plus convaincantes que lors de leur premier interrogatoire. Pourquoi cette jeune femme les accuserait-elle sans mobile ? Deuxième temps de l'histoire, la veille de l'audience d'appel. Les deux jumeaux ont disparu. Ils ont quitté leur lieu de travail normalement, on les a vus monter dans leur voiture, et ils ne se présentent pas le lendemain devant le tribunal. Un avis de recherche est lancé. Et une vingtaine d'heures plus tard, une autre jeune fille se présente à la police de Sarrebruck. Elle a 17 ans, elle s'appelle Marina, elle est employée de maison et vient de vivre un cauchemar. Ils étaient deux. Je ne les connais pas du tout. J'attendais le bus au centre-ville. La voiture s'est arrêtée devant moi, j'étais seul à ce moment-là et à l'arrêt du bus. Un des garçons est sorti de la voiture, il m'a prise par le cou, m'a entraîné à l'intérieur du véhicule. Et puis la voiture est repartie. Ils m'ont ligoté les mains avec une écharpe. Ils m'ont bâillonné avec une autre écharpe. Ils ont fermé les portières à clé et ont roulé. On a roulé de 6 heures du soir environ jusqu'au lendemain soir. On roulait à travers le pays, on est passé dans des villes, on ne s'arrêtait nulle part. Et ils parlaient, ils n'arrêtaient pas de parler. Je ne savais jamais lequel des deux parlait, je les confondais, j'avais si peur. Et ils se ressemblent tellement. Ils disaient tout le temps, on va leur prouver qu'on n'est pas des violeurs. Et toi, tu leur diras qu'on n'est pas des violeurs. Ils avaient un pistolet chacun, ils le sortaient de leur poche, et le rangeaient et recommençaient. Chaque fois, je me disais, il va me tuer, lequel va me tuer ? Pourquoi me font-ils ça ? Je ne comprenais pas. J'aurais bien voulu leur parler, essayer de discuter, mais j'avais ce bâillon sur la bouche. Et j'avais même du mal à respirer. J'ai cru m'évanouir, je ne sais pas combien de fois. Par moments, je me disais, ils vont s'arrêter pour prendre de l'essence dans une station-service, mais ils ne l'ont pas fait. Il y avait 2 jerrycans dans le coffre. Une seule fois, ils ont arrêté la voiture pour remettre de l'essence, et puis sont repartis. Je ne sais même plus par où ils sont passés, il faisait nuit. Très vite, ils ont parlé de la mort. Je me demandais alors s'ils parlaient de la mienne ou de la leur. L'un disait, la mort, c'est la seule chose qui pourrait nous séparer, si tu mourais avant moi. Et l'autre répondait, la seule solution, c'est de mourir ensemble. Il faudra que la mort nous prenne ensemble, au même moment. Les autres meurent tout seuls, nous, on n'est pas comme les autres. Parfois, il s'adressait à moi. Mais je ne pouvais pas répondre. Il disait, qu'est-ce que tu penses de la mort, toi, hein ? Tu veux mourir toute seule ou avec quelqu'un ? Quand tu mourras, est-ce que tu auras peur de te trouver toute seule de l'autre côté ? Et puis il reparlait de cette histoire de viol. Il me menaçait. On n'a pas de violé, mais ne fais pas l'imbécile. Si tu cherches à t'échapper, on peut te tuer aussi. Alors pas d'embrouille. Il disait aussi, la preuve, c'est la seule manière de leur donner la preuve qu'on est innocent. Finalement, ils ont arrêté la voiture sur un parking dans un bois, je ne sais pas où exactement, mais il y a des bancs de pique-nique et un panneau qui indique un sentier de promenade. Je l'ai vu après. Il était 8 heures du matin environ, j'avais envie de vomir, j'étouffais. Alors ils m'ont retiré l'écharpe de la bouche. Tout était silencieux, ils tenaient les revolvers dans leurs mains, ils regardaient les arbres. J'ai dit, je voudrais m'en aller. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Le garçon a répondu, ta gueule ! L'autre s'est retourné, il a mis le pistolet sous mon nez, juste devant ma bouche, et il m'a regardé. J'avais si peur, à cet instant-là, que je me suis mis à prier à haute voix. Il m'a donné un coup sur la bouche pour me faire taire.
cette peur. Si vous saviez comme j'avais peur. Le garçon, qui était à l'arrière à côté de moi, est passé sur le siège avant. Il l'avait fait plusieurs fois pendant la nuit. Chaque fois, je me disais, ça y est, il va me violer ou me tuer. Mais chaque fois, il ne se passait rien. Il ne me touchait même pas. Il parlait, à me tourner la tête. La mort, le viol. Je ne comprenais pas du tout. Quand il est passé devant, pour la dernière fois, je ne savais plus quoi penser. Le jour n'était pas encore levé, il faisait froid et humide sur ce parking. Est-ce qu'ils allaient réellement me violer ou me tuer? Et puis, je les ai vus faire ensemble. Ensemble, ils se sont regardés, ils étaient de profil devant moi. Ils ont levé leur pistolet ensemble. Ils ont mis le canon contre leur tête. Ils s'imitaient comme des singes. Ça durait. Celui qui était au volant relevait un peu la tête, il tendait le cou, et l'autre faisait pareil. Il arrangeait sa cravate, et l'autre arrangeait sa cravate. Je ne sais pas qui a dit « On va fermer les yeux ». Et quand on aura fermé les yeux, on compte comme on a dit. Ils ont fermé les yeux. Et le coup de feu est parti presque aussitôt. Enfin, les coups de feu. Parce qu'ils sont tombés sur le côté en même temps. Le bruit a été terrible dans la voiture. J'ai hurlé. Et puis j'ai arraché l'écharpe qui me tenait les poignets, j'ai ouvert la portière de l'intérieur, je suis sorti. Il ne bougeait plus. Alors j'ai couru jusqu'à l'allée principale, j'ai dû me perdre pendant un moment avant de retrouver la route. Je cherchais une cabine téléphonique, finalement j'ai arrêté la voiture d'un facteur, mais je n'arrivais pas à lui raconter, j'étais comme folle. Il voulait aller voir si les deux garçons étaient vraiment morts, il me regardait comme si c'était moi qui les avais tués. Alors enfin il a compris et il m'a ramené en ville. Lorsque la police est arrivée sur le parking en plein bois, Julius était mort, mais Jérémy avait raté son coup. Il n'est mort qu'à l'hôpital, sans avoir repris connaissance. Du témoignage de Marina, la police a déterminé la raison de ce double suicide. Les deux jumeaux voulaient prouver qu'ils étaient capables de passer des heures avec une jeune fille sans la violer. Tu leur diras, toi, qu'on n'est pas des violeurs. Mais rien ne prouve leur innocence, et les hypothèses sont permises. Jérémy a violé et Julius s'est déclaré solidaire, ne pas avouer, ne pas témoigner contre son frère. Ou Julius a violé et Jérémy a décidé de ne pas dénoncer son frère lui aussi. Ou alors, ils ont réellement violé tous les deux, en tout cas tenté de violer sans y parvenir. Car le témoignage de la première jeune femme est en détail celui-ci. Ils ont tenté de me violer l'un après l'autre, mais n'ont pas réussi à conclure, comme s'ils étaient impuissants. Et là voilà peut-être l'explication double du double suicide, la double impuissance. Ni Julius ni Jérémy ne pouvant être un homme unique en son genre, et le prouver. Dans ce cas, on peut peut-être en effet les considérer comme innocents. Pas simple de vivre avec son double. Plus simple peut-être d'en finir avec lui.